C'est une journée qu'on a voulu dédier dans la matinée à des premiers retours d'expérience des projets incubés, mais aussi une journée qui vous est dédiée avec des échanges, des moments dans l'après-midi pour rencontrer les experts du programme. Et puis 2 grands moments de réflexion en fin de matinée avec le dernier Grand Prix de l'urbanisme Simon Tessou et une plénière qui s'attellera à discuter avec vous des effets que peuvent avoir les nouvelles formes de conception et de participation habitante sur la conception et sur la gestion des projets de logement que vous portez. Donc sans plus tarder, on va commencer avec ces premiers retours des projets incubés. Jean-Baptiste en parlait, vous avez dû voir à l'entrée 6 notes qui ont été préparées par les bureaux d'études qui accompagnent les projets incubés. Et on vous propose une petite présentation de ces différents sujets pour ensuite pouvoir aller discuter avec eux et avec les porteurs de projets en atelier. Donc c'est un exercice un peu contraint, un peu en format pitch que on a proposé au bureau d'études de faire. Et donc j'invite Flore Trottmann qui commence avec le sujet sur les espaces partagés. Ouais, c'est plus agréable, je pense. Pour le défilement, ça se passe comme ça, c'est la grosse flèche verte. Vous avez l'écran. Ok, merci. Donc moi, je suis directrice associée d'une structure qui s'appelle le Sens de la Ville. Et on a accompagné un projet qui s'appelle le projet Codividuel, qui est porté par une agence d'architecture LAPS et un maître d'ouvrage privé, Quartus. Ce projet d'habitat codividuel, l'intention c'était d'arriver à proposer de vivre comme des colocataires tout en étant propriétaires. Le constat, c'est qu'il y a beaucoup de gens, familles monoparentales, actifs, jeunes actifs, restant jeunes actifs longtemps, personnes vieillissantes qui ont un besoin de sortir d'une forme de solitude et de partager des espaces dignes de ce qu'on partage en situation de colocation, mais qui pour autant on souhaite être propriétaire. Donc on est dans cette paradoxe apparent d'intimité de la colocation avec un engagement, celui de l'acquisition. Les 2 grosses différences quand même qu'il faut signaler dans cette proposition de projet codividuel par rapport à la colocation, c'est que l'unité de vie privative doit rester potentiellement autonome, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir avoir une kitchenette, une salle de bain, pouvoir se laver, manger dans son intimité si vraiment c'est souhaité, mais en format réduit. Et l'autre différence, c'est que on entre chez soi dans son unité privative directement par l'extérieur. On n'est pas obligé de transiter par les parties communes, comme dans une colocation pour le coup, pour rentrer dans sa chambre ou sa studette, voilà. Voilà le projet dans ses grandes lignes. Le besoin d'ingénierie de l'APS et de Quartus, c'était à la fois de donner une épaisseur programmatique à ce concept, puisque c'était un concept imaginé à Sevran au départ. Qui ça concerne? Comment est-ce que les groupes vont pouvoir être formés? Et puis prévoir le montage opérationnel, comment les individus ou les unités familiales vont se financer, quel est le montage juridique, etc. Donc on a été chef d'orchestre de cette ingénierie d'accompagnement, mais on a été fortement appuyé par l'étude Chevreux qu'on allait chercher. Et puis en cours de route par une structure associative qui s'appelle Habitat Participatif France, que je salue et que je remercie. Et ça fait la transition vers notre méthode, qui est que c'est un ovni ce concept. Donc on a commencé par regarder à quoi est-ce qu'on pouvait le rattacher. Donc on a essayé de le ranger dans une typologie qu'on a proposée là, c'est la plus grande image, avec en ordonnée le pourcentage d'espaces communs qu'on trouve dans un certain nombre de propositions de logement. Donc on voit qu'il est assez faible dans des copropriétés classiques, là en bas à gauche. Et en abscisse, l'axe accession-location. Donc le projet de codividuel se situe dans le quart nord-ouest
puisque c'est à la fois un projet d'accession avec un pourcentage d'espace commun élevé. Et en fait, on n'avait pas d'équivalent à part une initiative suisse, l'appartement cluster. On n'en a pas trouvé en France. Voilà, mais ça nous a quand même permis de tirer les fils sur quoi s'appuyer. Et on en a tiré des éléments de divergence par rapport à justement d'autres de ces formes, co-living, colocation, habitat participatif. En indiquant que, en essayant déjà de comprendre ce qui séparait l'habitat participatif de la colocation, et en fait il y a pas mal de littérature sur ce sujet-là, et ça c'est l'axe de la typologie en bas à droite, qui est le degré de nécessité des espaces partagés. C'est-à-dire que plus on voit que dans l'habitat participatif, les espaces partagés sont des espaces en plus de son logement, une chambre d'amis, une salle polyvalente, mais on pourrait tout à fait vivre dans un habitat participatif la plupart du temps dans son logement sans avoir besoin d'espaces partagés. Là où on a des formes intermédiaires comme des espaces équipements mutualisés de type buanderie qu'on peut trouver très classiquement aux États-Unis par exemple, ou dans la colocation des espaces de nécessité que sont le salon, la cuisine, etc. Et en fait, ces espaces partagés ne fabriquent pas du tout le même type d'usage et les types de risques associés ne sont pas du tout les mêmes. Dans l'habitat participatif, le risque principal, c'est bien sûr toujours le conflit, hein, mais la sous-utilisation, parce que justement c'est des espaces en plus et que c'est des espaces qui peuvent manquer de vie, là où dans la colocation on a une intensité d'usage bien supérieure, avec le risque principal qui est celui du conflit d'usage. Voilà. Donc on s'est imprégné de cette littérature essentiellement sociologique sur ces sujets, pour arriver à repérer les principales à la fois les principaux enjeux, risques de conflit et points de montage. Donc en fait, c'est comme ça qu'on est arrivé à se rapprocher d'Habitat Participatif France en disant, avec l'étude Chevreux, c'est quand même la modalité de montage sur laquelle on va se rattacher parce que elle a l'énorme avantage avec son montage à travers la SCIA de disposer d'une clause d'agrément, et on voit que en fait, cette question de l'appariement du groupe est une question extrêmement sensible, à la fois au débarrage et dans son renouvellement. Donc on a beaucoup travaillé avec cette structure et avec l'étude Chevreux pour arriver à proposer un montage à Quartus qui nous paraissait satisfaisant. Et donc j'enchaîne avec les premiers enseignements, alors qu'ils sont à la fois des enseignements de méthode. On a été frappé de voir que il fallait vraiment sortir du silo, ça devient presque tarte à la crème. On l'a vraiment éprouvé dans tout le process d'accompagnement, c'est-à-dire que on a eu des interactions absolument constantes et étroites entre des expertises pour faire dialoguer les enjeux sociologiques, programmatiques, juridiques et financiers. On n'attendait pas de terminer le programme pour solliciter les juristes. Ça a été des ajustements permanents pour arriver à trouver le montage opérationnel le plus convaincant. Et le tout sur ces questions qu'on a stabilisées finalement, qui sont les 6 questions listées sur ces espaces partagés. Quelle modalité d'appariement du groupe? On en a distingué 3 principales, la cooptation, le hasard et ce qu'on appelait le mariage arrangé. C'est-à-dire l'intervention d'un tiers pour repérer les profils et arriver à faire le liant. Quel curseur d'intimité des espaces à partager visés. Quelle proportion d'espaces partagés par rapport aux espaces privatifs, qui est à la fois une question d'usage, mais une question très financière aussi. Quel niveau de co-construction des espaces avec les habitants. Quel niveau d'autogestion des espaces? Est-ce qu'on est dans le faire-faire, qui est plus le modèle du co-living dans la typologie montrée tout à l'heure, ou le faire soi-même, ou le faire en étant accompagné, qui est plus l'AMU, l'assistant à maître d'usage de l'impulsion? Et quel chemin pour revenir, le cas échéant, parce qu'il faut toujours le prévoir, à un format classique, c'est-à-dire comment rétro-pédaler sur l'espace lui-même imaginé pour le faire re-rentrer dans un format éventuellement plus classique, particulièrement en cas de conflit. Donc c'est toute la question de l'évolutivité qui est hyper délicate et sensible et qui pose tout un tas de questions juridiques, donc financières,
Voilà, qui ont été les 6 principales questions qui ont alimenté toutes nos séances de travail avec l'étude Chevreux et derrière avec l'association Habitat Participatif France, avec des banques, avec des organismes de cautionnement, le tout étant très lié. Voilà. Non, ça... Merci Flore. C'est un exercice qui est aussi certainement un petit peu frustrant pour vous parce que vous ne pouvez pas poser de questions tout de suite. Mais l'idée étant encore une fois que vous puissiez après en débattre avec les porteurs de projets et avec les bureaux d'études pendant les ateliers. Et donc cet atelier aura lieu ici même à l'auditorium juste après cette séquence. Donc gardez vos questions pour ce moment-là. Cynthia Schutzer de Cycle Up, vous avez accompagné un des projets incubés, notamment EcoShop à Bordeaux. Je vous invite à venir nous présenter les questions qui se sont posées. D'accord, très bien. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Cynthia Schutzer, chargée du projet Réemploi et économie circulaire chez Cycle Up, et j'accompagne quelques-uns des projets incubés sur le volet du réemploi des matériaux. Le réemploi est aujourd'hui un sujet en pleine croissance dans le domaine de la construction, par le fait d'être une solution en termes d'économie de ressources et de gestion des déchets. Il fait partie des thèmes identifiés par le programme EQLD comme critères d'innovation dans la conception et la construction du logement de demain. Les questions récurrentes au sujet du réemploi et qui se sont également posées dans le cadre de l'accompagnement de ces projets incubés sont nombreuses. Par où commencer pour se lancer dans la démarche? Qui fait quoi? À quel moment? Comment se faire accompagner? Avec quels outils? Quelles responsabilités pour chacun des acteurs et les assurances associées? Quelles garanties sur les prestations et les produits? Quel montage marché mettre en place? Et quel coût cela engendre sur le projet? À partir de ces questions et à travers les accompagnements individuels de projets variés, on a trouvé opportun de commencer par donner une vision globale de la démarche, basée sur le fil conducteur qui est le phasage d'une opération. Sur le modèle de fiche bonne pratique, dont vous pouvez voir des exemples à l'écran, on a synthétisé le rôle de chaque acteur à chacune des phases du projet sous forme de bullet list, dans l'idée que chaque point représente une action réplicable. En bonus, des conseils sont donnés, optionnels, pour aller plus loin dans la démarche. Cet outil de capitalisation permet de répondre aux premiers questionnements généraux que tout projet sera amené à rencontrer, pour ensuite permettre d'aborder les questions plus spécifiques et opérationnelles. Il nous reste donc les questions suivantes. Avec quels outils? Donc nous en identifions 3 principaux pour permettre une bonne intégration du réemploi dans les projets. Et dès le programme, donc un diagnostic des ressources du site, un diagnostic des ressources et acteurs sur le territoire, puis des tableaux de suivi de réemploi tout au long du projet, qui seront donc agrémentés. Ces outils sont mis en place par l'assistant maîtrise d'ouvrage ou bureau d'études réemploi, dans le cas où les porteurs du projet y font appel. Sinon, elles peuvent tout à fait être créées de manière autonome par les acteurs du projet. Donc tout cela dépendra de la complexité du projet mené. Quelles responsabilités et assurances? Donc, bien que le réemploi ne nécessite pas de modification de contrat d'assurance, il est recommandé de spécifier la démarche auprès de son assureur dès la conception. L'objectif est de démontrer les mesures d'encadrement du risque mises en place sur le projet, donc en vérifiant que la chaîne de responsabilité des acteurs soit bien claire, que le processus de requalification soit bien validé aussi par le bureau de contrôle, et surtout que la remise en œuvre des éléments de réemploi soit effectuée en technique courante et dans les règles de l'art. Donc le réemploi ne nécessite pas d'ATEX de prime abord et non plus de surprime d'assurance, donc c'est très rarement mis en œuvre. Quelles garanties sur les prestations et produits? Les garanties de parfait achèvement et de bon fonctionnement sont couvertes comme à l'accoutumée par l'artisan. Seulement, la garantie produit dépendra de la volonté d'engagement de ce dernier, suivant l'estimation qu'il fait de l'état du matériau. Donc, il est possible, dans le cas du refus de l'artisan, que le matériau soit acheté par la maîtrise d'ouvrage, qui acceptera le risque et engagera sa responsabilité. Quel montage marché mettre en place? Donc, cela dépend beaucoup des solutions de réemploi développées sur le projet, mais tout est possible. Que ce soit le schéma où une seule entreprise se charge du curage, du reconditionnement et de la remise en œuvre, ou bien que les matériaux soient envoyés en usine de reconditionnement, déposés et reposés par des entreprises différentes.
ou même qu'une entreprise soit dédiée à l'approvisionnement de matériaux de réemploi pour l'ensemble de l'opération, il n'y a pas de montage plus avantageux. L'important, c'est d'inclure le réemploi de manière fluide dans la globalité de l'opération. Et la dernière question, pas des moindres, quel coût le réemploi engendre-t-il? Donc encore une fois, cela dépend des solutions développées, mais il est important de préciser que le réemploi n'est pas plus économique que le neuf. Même si le produit est gratuit car déjà présent sur le site, ou trouvé à bas prix sur une plateforme de vente d'occasion, il ne faut pas négliger les prestations que nécessite sa remise en œuvre. Donc, dans le projet, ça peut aller donc du reconditionnement, qui sont des étapes de nettoyage, découpage, décapage, ce type de prestations. Ensuite, la requalification, qui nécessite des calculs, voire des essais en laboratoire. Le conditionnement et le stockage. Ce dernier peut d'ailleurs être une source de surcoût important dans des contextes urbains très contraints, par la nécessité de louer un entrepôt ou de prévoir les transports de matériaux jusqu'à et depuis ce dernier. Donc, sur les projets incubés, il a été intéressant pour nous de déjà répondre précisément à certaines de ces questions, notamment en les accompagnant lors d'un premier entretien avec le rassureur, en établissant des modèles de grille ressources ou en fournissant un annuaire des acteurs de leur territoire. De voir également que certains porteurs de projets étaient déjà accompagnés par des AMO ou BET Réemploi, tandis que d'autres intègrent ces compétences en interne. Et que parfois, la maîtrise d'ouvrage est déjà engagée dans une stratégie d'économie circulaire en possédant son propre stock de matériaux. Voilà, donc cette courte présentation vous dévoile les principaux enjeux du réemploi des matériaux, ainsi que les freins récurrents qui seront à lever avec méthode selon les spécificités de chaque projet. On verra effectivement dans l'atelier qui se déroule au Salon Eiffel, donc au 6e étage, notamment un exemple avec le bailleur social Aquitanis qui travaille avec qui a créé sa propre plateforme de stockage. Je pense aussi que dans un instant, on parlera encore des questions d'assurance avec les matériaux bio et géosourcés, mais sans transition, on va passer à un sujet beaucoup plus amont sur les questions qu'on se pose pour le montage d'opérations par des porteurs privés ou des associations avec le bureau d'études Ville en œuvre et Justine Cause et Maud Ondé. Si vous êtes deux, vous pouvez vous mettre là comme vous voulez. Il faut appuyer sur le bouton vert, le gros là. Ok, merci. Bonjour à tous, donc je suis Justine Cause de la société Ville en œuvre. Je suis accompagnée de Maud Ondé qui a travaillé avec moi sur les 2 projets qui ont été accompagnés dans le cadre de la démarche engagée pour la qualité du logement de demain. Donc, dans le cadre de cette démarche, Ville en œuvre a eu l'occasion d'accompagner 2 projets. Un premier projet qui a été porté par la SCI Baïko, qui est un projet d'habitat plutôt participatif en réhabilitation. Et puis un projet qui est porté par l'association Vivons Ensemble à Cancale, qui est plutôt un projet d'habitat intergénérationnel. Et donc là, plutôt un projet d'habitat en neuf, en construction neuve. Donc finalement, ces 2 projets sont des projets locatifs, avec des problématiques qui leur sont propres, mais également des problématiques communes, et notamment des vraies questions sur les sujets de montage opérationnel de ces projets, et puis également des questions de montage financier, d'équilibre financier de ces projets. Et donc finalement, au cours de nos différentes réflexions, nous avons eu l'occasion de nous poser plusieurs questions, mais notamment des questions qui sont ressorties et qui font l'objet aujourd'hui de la capitalisation. En tout cas, on essaye d'apporter des réponses concrètes à des problématiques qui sont: comment monter une opération intergénérationnelle pour une association, portée par une association, et comment trouver un équilibre financier dans un projet de réhabilitation, dans un projet mixte et participatif. Donc finalement, comme je le disais, les questions étaient un petit peu différentes, les interrogations des porteurs de projets différentes selon les problématiques, mais dans la méthode et dans la manière dont on a appréhendé le sujet, on a un certain nombre d'éléments communs qui ont été posés dès le départ. Notamment sur la méthode que l'on peut déployer ou en tout cas proposer aux différents porteurs de projets. Il y a la question de travailler les 3 items qui vous sont présentés de manière finalement corrélée, de manière vraiment en interaction les sujets les uns avec les autres. Notamment, quelle est la structuration générale de mon projet? Alors ça paraît assez simple comme ça en entrée, on se dit chacun a un peu une idée du fonctionnement général de son projet.
Mais finalement, nous, avec un regard nouveau qui a été porté sur ces sujets, on a été amené avec les porteurs de projets à reposer l'ensemble des liens qui pouvaient exister, les liens fonctionnels, les liens juridiques, les liens financiers. On s'est posé des questions très concrètes. Qui est propriétaire du terrain? Qui est propriétaire de l'immeuble? Quelle va être la nature des relations contractuelles entre les occupants et les propriétaires? Des sujets vraiment très pratico-pratiques, mais qui ont un impact ensuite sur les autres items, notamment sur les questions de forme juridique et les questions de financement. C'était un point qui était finalement très intéressant, très important, puisque souvent on avait des projets de vie qui étaient très travaillés, qui étaient vraiment en amont, assez ficelés par les porteurs de projets, et ça nous amenait à des questionnements, notamment sur les questions d'animation. Comment est-ce que je porte l'animation de mon projet de vie? Comment j'anime ces espaces communs? Y a-t-il une structure associée à cette animation? Et puis, comment je finance cette animation selon les projets qui vont être déployés? Et donc, en reposant tout ça, tous ces sujets-là, et en les reposant finalement l'architecture globale de mon projet, de leur projet, on arrive à se poser la question de la forme juridique adaptée. Donc, c'est pas une question de dernière minute, finalement, c'est une vraie question qui doit intervenir dès le départ et dès l'amont des réflexions, parce que la forme juridique qui va être choisie pour le portage du bien immobilier, mais aussi pour les structures d'animation, va impacter plusieurs choses. Déjà, ça va impacter la faisabilité concrète de mon projet. Par exemple, si je veux faire des logements locatifs sociaux, toutes les formes juridiques ne sont pas adaptées. Je vais aussi avoir des impacts concrets sur la responsabilité des porteurs de projets et puis sur des questions fiscales, des questions d'avantages ou non fiscaux associés à cette forme. Et puis, je vais aussi avoir des impacts sur des questions financières et ça fait le pont ensuite avec ce qui vous est présenté sur l'équilibrage des projets. Selon la forme que je vais choisir, je vais attirer ou non parfois des co-investisseurs qui peuvent être très structurants et nécessaires pour faire vivre concrètement le projet. Donc avec Maud, dans les projets qui ont été accompagnés, on a eu une forte réflexion sur la SIC à la fois en structure d'animation pour porter l'animation des projets, mais aussi parfois en actionnaire ou en copropriété avec une structure ad hoc qui, elle, était plutôt chargée du portage de l'immobilier. Et donc voilà, c'est des réflexions sur comment je me positionne finalement dans cette chaîne de production et quel impact, comment faire venir des co-investisseurs ou quel intérêt de cette forme juridique au-delà de questions plutôt pratiques comme on l'évoquait. Et puis enfin, des questions d'équilibre financier global du projet. Ça, c'est une question qui est revenue et qui était même la première question au tout départ qui nous avait été posée. Donc, on a essayé d'accompagner les porteurs de projets à la fois sur la manière de prévoir leur investissement. Est-ce que concrètement, le montant que je vais devoir avancer pour financer mon ouvrage, eh bien, je peux trouver des pistes pour optimiser un peu ce montant sans remettre en question la qualité de mon projet. Donc ça a été un axe fort de travail, notamment avec les architectes qui accompagnaient les projets. Et puis, il y a aussi des questions de comment est-ce que je vais faire venir des co-investisseurs. Donc là, je n'en reparle pas, puis on aura l'occasion d'en échanger pendant les ateliers. Et puis aussi, si j'ai recours à l'emprunt, comment structurer ma dette et comment faire en sorte que le recours à l'emprunt ne soit pas trop impactant, trop fort, quand ensuite je vais passer à une phase d'exploitation. Donc concrètement, quand mes logements vont être loués, comment assurer une viabilité de mon projet. Et donc tous ces questions-là finalement qui doivent intégrer les réflexions des porteurs de projets, et vraiment on insiste sur la dimension d'interaction entre ces questionnements. C'est pas une question après l'autre, mais c'est toujours des questions qui sont posées en même temps pour arriver finalement à quelque chose qui soit solide et qui trouve une traduction et des réponses sur l'ensemble des items qui sont soulevés. Et donc les fiches de capitalisation qui vous sont proposées, et on aura encore une fois l'occasion d'en débattre dans le cadre des ateliers, elles ont vocation à orienter les porteurs de projets sur différents points. Premièrement, une fiche qui est plutôt celle de la question associée au montage des opérations, qui amène les différents porteurs de projets à se positionner sur la chaîne de sortie justement du projet. Est-ce que j'ai plutôt vocation, compte tenu de ma structuration initiale, à porter la propriété? Si oui, comment me structurer? Comment faire appel à des acteurs tiers pour m'aider justement dans ce portage, ou comment me positionner sur des questions d'animation et quelle est la bonne structure associée. L'objectif étant de vous faire peser aussi les questions, différentes questions en termes d'engagement, en termes aussi de responsabilité comme on l'évoquait tout à l'heure, et aussi en termes de facilité et de temporalité. Est-ce que selon l'une ou l'autre des options, c'est plus rapide ou non, et est-ce que je perds un peu la main ou non sur mon projet? Et ensuite, des sujets plus financiers, donc qui sont notamment traités sur la note relative au levier d'équilibrage, avec à la fois des leviers qui sont présentés
opté clairement pour optimiser un peu l'investissement ou dans des questions très financières, finalement, on y vient assez vite, comment optimiser le projet, mais aussi des réflexions sur les indicateurs que l'on a à avoir en tête quand on monte un projet locatif et comment arriver à trouver un équilibre entre des projets à forte valeur sociale et sociétale avec un intérêt premier qui est cette valeur par rapport à des attentes parfois qui sont associées à des projets d'investissement avec des questions de rentabilité ou au moins de viabilité du projet. Et donc voilà, ces 2 fiches de capitalisation, elles ont vocation à répondre ou en tout cas à vous amener à des premières solutions pour répondre à ces questionnements. Merci. Donc vous aurez compris qu'il y a donc 2 notes, la numéro 3 et la numéro 4, sur ces sujets que je vous invite. Vous pouvez les récupérer là-haut si vous ne l'avez pas encore fait. L'atelier se déroulera à la plateforme qui est l'étage d'au-dessus. Et donc on repasse au processus constructif avec la question des matériaux bio et géosourcés et Clément Bozek d'Egis Conseil qui a accompagné plusieurs projets, notamment à Cancale et à Mamoudzou. Bonjour à tous. Donc, effectivement, donc je suis Clément Bozek, chef de projet et ingénieur AMO immobilier chez Egis Conseil. À propos donc, des matériaux bio et géosourcés, déjà donc, pour repartir sur les bases, on peut rappeler qu'un matériau biosourcé est un matériau qui provient de matières, par exemple, organiques renouvelables, de matières végétales ou de matières animales. Un matériau géosourcé, donc lui, provient de matières minérales. Donc certains matériaux bio ou géosourcés sont déjà utilisés dans les projets de construction assez couramment, par exemple le bois, la paille, la pierre, mais il y a également donc, des matériaux, enfin la plupart des matériaux bio ou géosourcés sont des matériaux qui ne sont pas encore utilisés actuellement et qui du coup ne rentrent pas dans des réglementations courantes. Voilà, donc nous allons voir comment faciliter et sécuriser l'utilisation de matériaux bio-géosourcés dans des cadres, enfin hors cadre réglementaire. Et donc nous, dans le cadre donc, de notre accompagnement, donc, nous avons suivi les projets, nous suivons donc les projets notamment à Cancale et à Mamoudzou, donc des projets de logement. Donc déjà au niveau des bonnes pratiques, ce qu'on a pu voir en premier lieu, c'est qu'il est important donc en fait de désigner au plus tôt un bureau de contrôle technique dans ce type donc de projet où des matériaux donc vont être utilisés, des matériaux qui ne rentrent pas dans des réglementations courantes. La désignation donc d'un bureau de contrôle technique au plus tôt permet quand même d'apporter déjà un cadre assez important sur ces opérations. Puisque le contrôleur technique pourra donner des informations sur la démarche à suivre, sur une certaine stratégie à employer pour mettre en réglementation le procédé innovant. Et donc ensuite, bien sûr, donc, au cours de la phase étude et dans la suite des opérations, il est vraiment important de mettre en place cette stratégie qui peut aller de documents complémentaires à fournir pour rentrer dans la réglementation, enfin, en tout cas pour être conforme aux réglementations existantes, ou alors également de faire une ATEX ou voilà, de collaborer avec des laboratoires pour définir en tout cas définir les matériaux ou améliorer les formulations des matériaux qui seront utilisés. Et donc en parallèle en fait de cette collaboration avec le contrôleur technique dans ces opérations. Il y a également donc 2 sujets qui sont assez importants, de bonnes pratiques aussi qu'on a pu dégager des différents projets qu'on suit dans le cadre de ce programme. C'est donc aussi de vérifier au niveau des assurances, puisque les assurances, pareil, puisque les matériaux ne sont pas couramment utilisés, les assurances avec les assureurs habituels dans les projets ne comportent pas forcément de clauses permettant d'inclure ces procédés innovants. Donc il est important d'avoir aussi des échanges avec les compagnies d'assurance assez en amont dans les opérations et de faire en sorte que les procédés innovants rentrent dans les clauses des contrats d'assurance. Et également, donc un autre sujet assez important, une autre bonne pratique aussi qu'on a mis en place sur les opérations, c'est donc suite en fait aux formulations ou suite en tout cas aux mises en place des matériaux, des innovations sur ces projets, de développer en fait la réflexion autour de
la réplicabilité de l'innovation, donc selon en fait, les besoins, enfin, selon aussi les envies des porteurs des projets, des maîtrises d'ouvrage, de voir la réplicabilité qu'on peut avoir sur l'innovation et notamment des sujets autour des propriétés intellectuelles ou justement plutôt de la libre utilisation des matériaux innovants. Donc voilà, ce sont des questions que nous abordons actuellement et on pourra en parler plus après dans la table ronde. Donc voilà, en synthèse, les points de vigilance pour faciliter, sécuriser l'utilisation des matériaux bio et géosourcés hors cadre réglementaire, c'est donc la désignation au plus tôt et après la mise en place de la stratégie avec le contrôleur technique pour mettre en conformité ces éléments. Et également, donc, à côté, penser aux thématiques d'assurance et également aux thématiques de propriété intellectuelle ou en tout cas de volonté plus ou moins importante de réplicabilité de l'innovation de ces opérations. Donc l'atelier se déroulera au même étage que la plateforme, dans le hall d'Abou, juste au-dessus. On aura l'occasion de pouvoir discuter effectivement des recherches avec un laboratoire sur l'utilisation de la coquille d'huître et de toutes les questions que ça pose. On termine par l'habitat participatif et les coopératives avec Martine Fabrenière qui accompagne 2 projets au sein de l'ACET, du lauréat du programme, à Ambilly et à Aner. C'est le bouton vert. On avance tout simplement. Okay. Bonjour, donc je suis Martine Fabrenière de l'ACET. Nous avons travaillé, comme vous l'indiquez Lola, sur 2 projets, le 22 à Aner dans les Piémonts pyrénéens et à Ambilly dans le Genevois. Les 2 projets étaient déjà engagés par rapport à la structuration de la coopérative d'habitants et notre travail d'accompagnement et d'expertise de l'ACET a porté sur la faisabilité juridique et financière et dans un premier temps de faire l'audit des éléments communiqués, de remettre en perspective l'ensemble des sujets. Et donc, comme... alors, je suis désolée. C'est bon ? Pardon ? Ah, pardon, désolée. Comme quoi les yeux, on est porté à une certaine hauteur et pas toujours à nos pieds. Donc du coup, sur notre premier travail d'approche, il a été d'abord décidé de refaire le diag et l'état des lieux et de comprendre avec les associations et leur constitution et les statuts des associations comment ils voulaient, d'associations d'habitants, pardon, comment ils voulaient s'organiser et comment était organisée la coopérative pour se permettre de poser le travail en expertise juridique et financière. Il faut reposer la question des entrants, d'une part pour arriver à poser le cadre juridique, de poser le périmètre de l'opération et de comprendre là où en sont les gens et quels ont été leurs partenaires et leurs conseils au niveau de l'aspect juridique et financier. Et sur l'aspect financier, de connaître et comprendre leurs partenaires pour pouvoir asseoir la faisabilité. Donc il s'agit bien de définir un vrai projet de logement abordable. Le deuxième temps de travail pour nous, ça a été aussi de revenir, je vous parlais de projet, un projet à un périmètre, et donc de se reposer la question de l'accompagnement sur la question foncière. Il se faut d'avoir une approche juridique pour comprendre au mieux comment on peut poser les choses et comment la coopérative va pouvoir organiser son patrimoine et le développer. Quand on a posé ce point-là, revient très rapidement les questions du montage financier et fiscal. Pour ce faire, nous avons été aussi accompagnés par le bureau d'études cabinet d'avocats Mazars pour nous permettre d'aller plus loin sur la fiscalité. On est à chaque fois confronté à des questions très pointues et très techniques dans le champ financier et dans le champ de la fiscalité. Et il faut aussi, dans notre travail d'assistance à maîtrise d'ouvrage, se mettre à niveau de nos interlocuteurs, parce que souvent, nous sommes aussi dans des approches très complexes et où le vocabulaire peut être aussi un peu fermé. Donc, on a aussi ce que j'appelle, moi, ce travail de pédagogie de trottoir, où il faut pouvoir se remettre à niveau, remettre en perspective les sujets et permettre d'avancer. On est dans un champ très fermé d'expertise, le juridique, le financier, et en face de nous, nous avons des interlocuteurs
dont le vocabulaire et dont les sujets ne sont pas leur quotidien, et il faut leur permettre de passer des étapes et les accompagner à avoir la bonne décision. Sur le travail d'accompagnement de la structure juridique, nous avons proposé des schémas, différentes opportunités. Ce sera l'occasion du débat au cours de la table ronde qu'animera Stéphanie et Hélène, qui sont dans la salle et qui sont les deux personnes qui ont porté au plus près le projet. Et il a été pour nous très important de faire comprendre quelles étaient les limites des procédures et de bien définir le cadre juridique pour la soutenabilité. En synthèse, après donc avoir donné le périmètre du projet, avoir peut-être proposer plusieurs scénarios de mise en œuvre, que ce soit sur l'aspect financier ou sur l'aspect juridique. Il faut maintenant savoir optimiser les sujets. Il faut permettre à la structure et aux habitants, dans le cadre des statuts et de l'organisation de leur coopérative, d'amener un arbitrage pour minimiser le financement, d'avoir aussi assuré les modes d'acquisition du foncier quand ce n'est pas fait. Souvent, dans les deux cas que nous avons accompagnés, justement, les points d'achoppement étaient sur l'achat de ce foncier, sur le modèle de la fiscalité. Et puis de donner la bonne ampleur à la structure qui va porter le projet, mais qui va permettre aussi de le développer et de répondre aux besoins de l'organisation du groupe d'habitants qui veulent être dans un habitat partagé avec des équipements et des biens communs. Je pense avoir fait à peu près le tour du sujet. Je pense que ça sera abordé plus en détail avec mes deux collègues. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Donc voilà, on a fait le tour pour cette première séquence plénière des sujets qui vont être abordés pendant les ateliers, donc qui vont commencer maintenant. Donc vous avez à l'écran les 5 ateliers avec en rouge les salles où se déroulent les ateliers. Donc l'atelier 1 sur le montage d'opérations portées par des associations et des privés à la plateforme, donc c'est l'étage d'au-dessus, mais on vous y accompagnera. Les questions d'habitat participatif et de coopérative dans le foyer juste là à gauche, les sujets d'espace partagé ici dans l'auditorium, les matériaux de réemploi au 6e étage au salon Eiffel et l'utilisation de matériaux bio et géosourcés au même étage que la plateforme dans le hall à bout. Je vous invite à vous rendre dans ces différentes salles dès à présent. On a prévu une pause à l'issue des ateliers, juste avant de nous retrouver tous ici à l'auditorium pour le grand témoin et la conférence de Simon Tessou. Merci beaucoup.